Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une question qui, au fond, nous concerne tous, l'obéissance. C'est un dilemme moral qui, à cause d'un procès historique, est devenu une question de vie ou de mort. Et on va voir exactement pourquoi. Alors, la question est posée. Est-ce que suivre les ordres, c'est toujours la bonne chose à faire? Bon, ça peut paraître simple comme question. Mais que se passe-t-il quand un ordre entre en conflit direct avec notre conscience? Eh bien, ce dilemme, il est vraiment au cœur de la manière dont nos sociétés sont construites. Là, on quitte le domaine de la philosophie pure, parce que les conséquences, tout d'un coup, se sont chiffrées en millions de vies. Et c'est un procès en particulier qui a servi de détonateur, si on veut. Un terrible point de départ pour comprendre les dangers de l'obéissance quand elle est aveugle. Alors, entrons dans le vif du sujet avec ce concept qui a vraiment tout changé. L'idée de la banalité du mal. Et tout ça, ça vient de l'observation d'un seul homme, qui était pourtant responsable d'une horreur inimaginable. Le paradoxe était vraiment total. Le monde s'attendait à voir un monstre et à la place, on a découvert un simple bureaucrate. Un homme qui parlait de son rôle dans l'extermination de millions de personnes avec une normalité qui fait froid dans le dos. C'est cette déconnexion, ce décalage, qui a tout remis en question. Et voilà le cœur de l'analyse d'Hannah Arendt. Pour elle, ce qui était devenu banal, ce n'était pas le mal en soi, mais bien l'absence de pensée critique, c'est-à-dire le simple fait de ne plus s'interroger sur ses propres actions. Cette idée est absolument essentielle. Elle nous montre que le vrai danger ne vient pas seulement des fanatiques ou des sociopathes. Non, il vient aussi, et peut-être surtout, des gens ordinaires qui se contentent d'exécuter les ordres sans jamais remettre en question leurs conséquences morales. Et sa défense, quelle était-elle? La plus classique et la plus terrible qui soit. Je ne faisais que suivre les ordres. Il a même tenté de se justifier en utilisant la philosophie de Kant, en affirmant qu'il agissait par devoir. Pour lui, l'obéissance était au-dessus de tout. Mais Arendt, elle, a complètement retourné cet argument contre lui. Elle a expliqué que la philosophie morale de Kant est justement fondée sur le jugement personnel, ce qui, par définition, exclut l'obéissance aveugle. En réalité, suivre des ordres sans réfléchir, c'est l'exact opposé de la pensée morale. Donc si on est d'accord que l'obéissance irréfléchie est un immense danger, alors la question qui vient tout de suite après, c'est à quoi ressemble une désobéissance qui, elle, serait responsable? Est-ce qu'il existe une bonne manière de désobéir? Eh bien, une première réponse nous vient d'un domaine assez surprenant, celui de l'entreprise. C'est là qu'on a commencé à parler de désobéissance intelligente. Ce qui est fascinant là-dedans, c'est que ce n'est pas de la rébellion pour le plaisir de se rebeller. Non, c'est une décision qui est réfléchie, qui est éthique. L'idée, c'est de privilégier l'objectif final et l'intégrité plutôt que de suivre aveuglément des règles qui sont devenues contre-productives. On voit bien le contraste. D'un côté, on a l'obéissance aveugle, c'est une approche passive où l'on cherche à éviter la responsabilité, et de l'autre, la désobéissance intelligente. Là, c'est une approche active, critique, où l'on accepte pleinement la responsabilité du résultat. Mais bon, que se passe-t-il quand les enjeux sont beaucoup plus élevés que la simple performance d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on fait si les règles elles-mêmes sont fondamentalement injustes? Là, on entre dans une autre dimension de la désobéissance. On parle ici de désobéissance civile, un concept puissant où désobéir n'est pas un crime, mais un acte de justice, un acte qui, soyons clairs, a façonné notre histoire. Pour des personnalités comme Martin Luther King, par exemple, désobéir à une loi injuste, ce n'était pas de l'anarchie, c'était tout le contraire. C'était un acte de respect envers une loi supérieure, une loi morale. L'objectif n'est donc pas de détruire la loi, mais bien de l'améliorer. Mais attention, cette forme de désobéissance obéit à des règles très précises. Elle doit être faite pour les bonnes raisons, c'est-à-dire la justice, elle doit être menée dans le bon esprit, donc de manière non violente, et surtout, elle exige que l'on accepte les conséquences de ses actes. Alors, voilà, on a trois perspectives assez différentes sur la table. Comment est-ce qu'on met tout ça ensemble? Quel est le fil conducteur qui relie ces trois idées? En fait, on voit très bien la progression. On part de l'obéissance irréfléchie, cette fameuse absence de pensée, pour ensuite aller vers une désobéissance plus pragmatique qui cherche à obtenir de meilleurs résultats. Et enfin, on arrive à la désobéissance civile qui, elle, vise la justice. Ce sont comme trois niveaux, mais qui reposent tous sur un même fondement. Qu'on se trouve dans un tribunal, dans une salle de conseil d'administration, dans la rue, le fil conducteur est finalement très clair. Qu'il s'agisse de refuser de participer à l'inacceptable, de remettre en question une règle inefficace ou de contester une loi injuste, le point de départ est toujours le même, la responsabilité fondamentale de penser par soi-même. Et tout ça, ça nous ramène à une question finale, une question qu'on ne peut déléguer à personne. À notre époque, avec ses règles complexes et ses autorités puissantes, qui décide du moment où il faut désobéir ? Les principes existent, on vient de les voir, mais au bout du compte, la décision revient à chaque individu. Et c'est peut-être là que se trouve notre plus grande responsabilité.